Julien. Voilà, au nom du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous accueillir en cette soirée, comment je dirais, élection partielle deuxième tour. La candidate des Verts, Fabienne Fischer, est avec nous. Elle avait déjà été avec nous avant le premier tour. Nous allons procéder comme la dernière fois pour lui permettre de partir à 17h45 tapante. Entre-temps, des amis nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Fabienne Fischer va avoir la parole, un gros quart d'heure. Elle va nous parler de son programme si elle est élue, qu'est-ce qui va se passer, comment elle va pouvoir mettre tout ça en place et quelles sont ses attentes à elle et ses directives. Et ensuite, vous aurez bien entendu la parole. Et comme nous sommes en petit comité, chacun pourra s'exprimer. Auparavant, je vous demande d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement pour la candidate Fabienne Fischer. Bravo. Fabienne, merci d'être avec nous et à vous l'antenne, si j'ose ainsi dire. Merci, bonsoir à toutes, à tous. Merci de cette seconde invitation pour le deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'État. L'enjeu reste globalement, en termes de programme et de propositions, le même que celui que je vous avais présenté lors de l'échange qu'on avait eu pour le premier tour, avec un certain nombre de points qui sont quand même un peu peut-être précisés dans le fil des échanges de cette campagne. J'ai souhaité placer la réflexion sous l'angle de comment engager son entreprise et peut-être aussi pourquoi engager son entreprise dans l'évolution énergétique à laquelle on doit faire face et sur laquelle les autorités genevoises ont déjà pris des objectifs et des engagements. Si je devais résumer aujourd'hui mon engagement en matière économique et pour les entreprises à Genève, je considère que nous avons besoin d'un Green New Deal pour Genève. Ce Green New Deal, il doit permettre d'apporter des réponses solidaires et cohérentes, cohérentes sur le plan climatique notamment, avec une action tournée vers le long terme. C'est un peu difficile aujourd'hui de penser long terme parce qu'on a tellement de difficultés immédiates, de détresse, de complexité à la fois dans la vie des entreprises et dans la réponse que l'État peut y apporter. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, dans les réponses que nous apportons à la situation de crise sanitaire que nous traversons, nous devons déjà dessiner le long terme et l'avenir. Et puis, un autre enjeu de cette élection complémentaire au Conseil d'État, c'est de permettre de faire entendre une voix crédible de Genève à Berne, parce que ce dont on se rend compte de plus en plus au fil des jours, c'est que la plupart des réponses relèvent finalement de la compétence de la Confédération, du droit fédéral, et que bien souvent la compétence cantonale est résiduelle et ne porte que sur une marge de manœuvre relativement restreinte. Donc notre capacité à porter nos dossiers, à faire porter nos propositions à Berne par des personnes qui seront reconnues et considérées par les parlementaires comme par les conseillers fédéraux à Berne est une question qui m'apparaît tout à fait déterminante. Alors ce Green New Deal, qu'est-ce que ça doit être ? Ce Green New Deal, d'abord, à mes yeux, doit être tourné essentiellement vers les entreprises locales. Ce n'est pas un programme qui doit s'orienter vers le soutien à des grosses entreprises, pas seulement celles qu'on appelle les multinationales, mais de manière générale les grosses entreprises internationales qui ont pour la plupart les reins assez solides et qui n'ont pas besoin d'une aide économique ou d'un soutien spécifique. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on voit quelques secteurs qui sont sinistrés sur le plan économique, mais que toute une série d'autres secteurs fonctionnent très bien. Disons, la plupart des entreprises genevoises qui ne sont pas touchées par des mesures d'interdiction réalisent des résultats pour l'année 2020 qui sont tout à fait honorables, voire satisfaisants.
Donc, le Green New Deal doit s'adresser en priorité à nos entreprises et à nos tissus économiques locaux. Ce Green New Deal doit permettre de créer des emplois parce qu'aujourd'hui, la pression sur les emplois est très forte. On a en chiffres absolus, en une année, de février 2020 à février 2021, 5000 personnes de plus qui sont inscrites à l'Office cantonal de l'emploi. Et ces 5000 ne comprennent bien évidemment pas les personnes qui ne rentrent pas dans les critères de l'assurance chômage suisse et qui sont retournées chez elles en France. Donc, il y a toute une partie de notre chômage qui a été exportée. Mais ça fait quand même beaucoup, 5000 personnes de plus. On est passé de, je vous cite les chiffres de mémoire, de 3,7 à 5,9% de chômage à Genève en une année. Et c'est un bond vraiment extrêmement important, surtout si l'on sait que toute une série d'entreprises de ces secteurs aujourd'hui concernés par les interdictions d'activité sont en sursis en quelque sorte et sont menacées de faillite si la situation n'évolue pas. Donc, il faudra créer des emplois, ça c'est une nécessité, des emplois socialement utiles. Et là, j'aimerais m'arrêter une seconde sur le type d'emploi qui répondra aux besoins de la population. On sait qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, on a une population âgée qui grandit, pyramide des âges qui se transforme, et il y aura beaucoup d'activités possibles dans le domaine des soins, de l'accompagnement, soins au sens large, bien entendu, favoriser le maintien à domicile, mais aussi l'accompagnement des petits dans les activités péri- ou parascolaires pour faciliter l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Ces emplois nouveaux que devrait créer ce Green New Deal seraient aussi des emplois dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables en particulier, et de manière générale des activités favorables à l'environnement, notamment dans le domaine de la mobilité. Green New Deal encore pour favoriser la formation, et la formation bien sûr professionnelle initiale. Je pense en particulier à valoriser les apprentissages. C'est un système que beaucoup de pays envient à la Suisse, cette formation duale en entreprise et en école. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont en difficulté scolaire seraient sans doute plus heureux d'apprendre, de se former professionnellement dans des entreprises que de rester sur des bancs d'école à un âge où c'est pas toujours simple d'être intellectuellement concentré. Mais aussi favoriser la formation continue, parce qu'on sait que de nombreux emplois vont disparaître et qu'il y aura de nouvelles formations professionnelles qui vont s'ouvrir. On pense à l'évolution vers le numérique, par exemple. Et pour cela, il faut permettre aux employés actuellement en poste de pouvoir se former, notamment pendant, si elles sont actuellement en RHT, en chômage partiel. Troisième volet autour de la formation, favoriser la reconversion professionnelle. Cette reconversion qui là aussi devra permettre à des personnes qui sont aujourd'hui actives dans des secteurs dont on peut douter qu'ils retrouvent leur vivacité d'avant la crise. Je pense par exemple au tourisme, à l'aviation, des secteurs qui sont aujourd'hui vraiment malmenés par la situation sanitaire. Eh bien, il y aura sans doute des personnes qui devront se reconvertir vers de nouvelles activités professionnelles, de nouveaux secteurs. Et là, nous devrons avoir des programmes d'accompagnement pour ces reconversions qui seront ambitieux. Green New Deal encore pour favoriser la créativité et l'innovation. Là encore, dans le domaine des énergies, dans le domaine de la rénovation du bâti, dans le domaine du recyclage, dans le domaine de la gestion des déchets, mais l'innovation aussi dans le domaine du numérique. Et je pense, au-delà d'entreprises qui seraient directement actives dans ce secteur, qu'en plus Genève a un rôle à jouer dans une gouvernance mondiale du numérique qui devra se mettre en place, parce qu'aujourd'hui, la thématique de la protection des données est une thématique majeure qui n'est pas encore assez prise en considération. Voilà, maintenant, de manière plus précise et concrète, qu'est-ce que peut faire une entreprise
je m'excuse, je regarde juste si ouais, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, c'était ça que je voulais vérifier. Manière plus concrète, que peut faire une entreprise pour rentrer aujourd'hui dans ce tournant de responsabilité sociale et environnementale que la situation appelle? J'aimerais, si je suis élue, développer des programmes qui facilitent pour les entreprises l'établissement de leur bilan énergétique, de leur bilan carbone, pour identifier les possibilités de réduire ces émissions, de réduire les effets néfastes de leur activité. Il y en a tous, hein, qu'on soit dans les services, qu'on soit dans la production, et puis permettre à chaque entreprise, à partir de là, de réorienter ou de repenser certaines de ses activités pour améliorer son bilan carbone. Je pense bien sûr aux prestations Eco21 des SIG qu'on pourrait développer largement, mais de manière plus spécifique aussi, d'avoir des prestations d'analyse, d'évaluation proposées aux entreprises de manière à ce que ce soit de manière collective qu'on fasse l'effort de prendre ce tournant du Green New Deal, d'une société responsable énergétiquement et solidaire. Voilà, j'en reste bien entendu ouverte à toutes vos questions. Il s'agissait là uniquement de vous faire une présentation un peu large d'une philosophie de l'action et des questions économiques. Merci beaucoup. Merci d'ouvrir vos micros pour un applaudissement pour cette présentation. C'est presque comme si on était en vrai. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis. Alors, Fabienne Fischer, avant de passer la parole à la foule en délire, permettez-moi, je vous avais promis 2 questions. Alors, en fait, c'est vous qui allez les faire. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose? Ah, c'est joli. Excellent. Le micro, Fabienne. Quelle place pour les femmes dans cette transition des aides des entreprises? Alors, quelle place pour les femmes en transition? Ah, je réponds tout de suite à ma propre question. Oui, allons-y. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de favoriser la promotion des femmes dans des métiers qui sont souvent connus pour être des métiers plutôt masculins, mais qu'à l'inverse, c'est aussi important de favoriser la présence d'hommes dans des métiers souvent considérés comme féminins, de manière à faire progresser l'égalité dans toutes ses composantes. Et que l'enjeu aujourd'hui pour les femmes, j'en vois 3 à court terme dans les entreprises. Le premier, c'est le maintien de l'âge de la retraite à 64 ans, parce que, et c'est la deuxième raison, les femmes restent largement moins bien payées que les hommes et les inégalités salariales perdurent. Donc, c'est aussi un enjeu aujourd'hui d'arriver à travailler sur cette mise en œuvre de l'égalité salariale. Et puis enfin, le troisième, c'est de briser le fameux plafond de verre dans nos entreprises. Comment est-ce qu'on fait chacun chez nous pour favoriser l'engagement de jeunes femmes, leur promotion, faciliter l'articulation vie professionnelle, vie familiale. Je salue l'introduction du congé paternité et je me demande, parce que je trouve que c'est un point névralgique pour favoriser l'égalité, si on ne devrait pas cantonalement, sur le plan cantonal, le prolonger, comme on l'a fait par exemple pour le congé maternité, de manière à vraiment permettre que l'égalité se fasse de manière très concrète et se répercute ensuite dans les entreprises. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette première question. La deuxième, c'est quelle question n'aimeriez-vous pas qu'on vous pose? J'ai pas de questions tabou. Ok, alors je vous en pose une. Comment pensez-vous financer tous ces emplois dédiés au social, ceux que vous nous avez énumérés tout à l'heure? De manière générale, ce Green New Deal va impliquer des investissements massifs pour lesquels il faudra soit faire des dettes d'investissement qu'il ne faut pas confondre avec les dettes de fonctionnement, donc qui ne grèvent pas le même budget de l'État. Par ailleurs, je pense qu'il faut aller puiser dans des réserves qui existent, en particulier celle de la Banque nationale suisse, qui a réalisé un bénéfice de 21 milliards
en 2021. Cette BNS, elle est propriété des cantons et de la Confédération. Elle rétrocède jusqu'à l'année dernière 4 milliards. Cette année, ils ont fait un effort pour cause Covid en acceptant de rétrocéder 6 milliards. Il en reste quand même encore 15 qui me semble pourraient être utilement utilisés à éviter l'effondrement de secteurs économiques entiers, l'effondrement et le passage dans une précarité durable pour des centaines et des centaines de personnes qui travaillent. Et je pense que c'est une urgence prioritaire qui devrait s'imposer à la BNS. Merci beaucoup, Fabienne Fischer. Alors, Alexis Barbet a déjà demandé la parole. Attendez-vous à ce que tout le monde la prenne, la parole. Alors, préparez votre intervention. Monsieur le député. Oui, bonjour mesdames. Merci pour cette présentation. J'ai bien entendu vos objectifs d'égalité homme-femme et je m'en félicite, mais je voulais savoir, est-ce que vous êtes en faveur des quotas ou pas? Où ça? Des quotas dans les conseils d'administration pour qu'il y ait une proportion minimale de femmes. Oui, la réponse est oui, parce que je dois constater que depuis 1981, qui est l'année lors de laquelle nous avons introduit dans la Constitution fédérale un article constitutionnel qui établissait l'égalité, eh bien, les progrès et les avancées fondées sur les incitations se sont révélés, hélas, insuffisants pour atteindre des objectifs qui soient satisfaisants. Merci. Bon, merci. Merci beaucoup. Roberto De Primis. Merci Edza. Bonsoir Roberto. Merci. Pour information, Madame Fischer, je suis de Bruxelles, donc je suis très intéressé aux questions écologiques. D'ailleurs, la Commission européenne a un plan multi-annuel sur les questions vertes. Mais j'ai une question très claire sur les reconversions. Parce que j'ai vécu quelques années aux États-Unis et là-bas, c'est tout à fait normal qu'une personne à 55 ans, 60 ans, même en ayant travaillé de longues années à la chaîne, même des fois pour des entreprises automobiles, j'ai vu certaines personnes se recycler même dans des technologies pour les imprimantes 3D. Et donc, Roberto, pardon, on ne t'entend pas très bien. Ah, j'espère que vous m'entendez un tout petit peu mieux. Mon réseau n'est pas... Il me semble que c'est mieux. Okay. Merci. Je disais simplement, j'aimerais voir comment est-ce que vous imaginez la reconversion, en fait, que vous avez, la reconversion professionnelle de certaines personnes qui sont dans des milieux peut-être un peu plus difficiles ou en demande à l'heure actuelle avec la crise. Quel type de programme et d'aide vous pensez pour amener ces personnes, parce qu'il faut aussi les convaincre à se reconvertir, parce que ce n'est pas toujours dans la mentalité de certaines personnes. Je le vois en Belgique, je le vois autre part. Donc, voilà mon intérêt. Comment est-ce que vous le voyez? Merci. Oui, c'est une question qui est extrêmement importante. Pour moi, la reconversion, elle doit intégrer deux éléments. Le premier, c'est un système fondé sur la possibilité de valider des acquis d'expérience dans le contexte d'une formation, ce qu'on appelle les VAE en langage interne comme ça. Et c'est important quand on a affaire à des personnes qui ont déjà une longue expérience professionnelle parce que cette expérience doit être valorisée dans le contexte d'une reconversion. Et puis, la deuxième question qui est très importante, c'est d'avoir des programmes qui garantissent aux personnes qui choisissent de changer de profession, qui leur garantissent des revenus pendant cette période de formation. Parce qu'à un certain âge, on a une famille à faire vivre, on a des enfants qui sont eux-mêmes aux études, on a des obligations sociales qui ne rendent simplement pas envisageable de prendre 1, 2 ou 3 ans sans revenus. Donc, ça doit être accompagné par cette question de revenus, que ce soit sous forme de bourse d'études, que ce soit sous forme d'engagement cofinancés par l'État dans des entreprises avec des périodes de transition pendant lesquelles la formation se ferait en cours d'emploi dans le nouvel emploi. Enfin voilà, il va falloir avoir un certain nombre d'idées à mettre en place. Je pense que l'État ne doit pas réglementer seul, mais l'État doit piloter en concertation avec les entreprises et les secteurs concernés. Mais je pense qu'avec la validation d'acquis d'une part et une garantie de revenus, eh bien, on va vraiment faciliter
la possibilité de réaliser ces reconversions. Merci beaucoup. Elena Rigotti. Merci. Je ne voulais pas prendre la parole tout de suite, mais ça ne fait rien puisque c'est fait. Merci pour la présentation. J'ai eu l'occasion de vous écouter à plusieurs reprises lors de cette campagne. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une proposition, parce que vous parlez beaucoup de formation professionnelle et de reconversion, ce qui me paraît un élément important, parce que je pense que de nos jours, on doit plutôt être toujours en formation continue, et ça pour des métiers de demain. Donc, j'approuve, mais néanmoins, est-ce que vous proposez quelque chose? Parce qu'évidemment, on parle beaucoup des collaborateurs, des employés hein, qui vont perdre leur emploi, qui l'ont déjà perdu. Mais également, il y a énormément d'indépendants et de chefs d'entreprise qui sont, eux, aussi peut-être en train de perdre leur outil de travail et qui n'auront malheureusement pas le droit au chômage, aux indemnités de chômage, puisque justement, ce sont des indépendants et des dirigeants d'entreprise. Donc, pour ces personnes-là, est-ce que vous avez pensé à proposer quelque chose également pour une reconversion professionnelle et un accompagnement? Est-ce que si c'est le cas, voilà. Vous n'aviez pas du tout pensé à ça? Voilà. Bon, je pense que... Et puis, ma deuxième question, j'ai deux questions en fait. Oui. Ma deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que pour le congé paternité, ce serait bien de l'étendre à Genève, comme ça l'est pour le congé maternité. Mais néanmoins, là aussi, c'est des coûts. C'est des coûts pour les entreprises. Et dans ce cas-là, je ne suis pas sûre que ce soit tellement bienvenu à l'heure actuelle. Vous parlez beaucoup aussi de hausse d'impôts, hein, de hausse sur l'imposition... comment on appelle j'ai un blanc. L'impôt sur la fortune, pardon, ça me revient. L'impôt sur la fortune, hein, et puis l'impôt sur la fortune, elle est déjà assez importante, hein, puisque c'est le canton de Suisse qui paye le plus d'impôts sur la fortune, donc, où le taux est le plus élevé. Donc voilà, toutes ces questions, voilà. Merci pour vos réponses. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue. Non, je passe de manière générale, je ne parle pas de hausse d'impôts au sens où vous l'avez utilisé. C'est vrai que je me suis exprimée sur une proposition d'initiative qui semble en gestation et qui propose une augmentation temporaire de l'impôt sur la fortune. Et il me semble que dans la période très difficile que tout un chacun traverse, c'est un effort de solidarité qu'on peut demander à des grosses fortunes, de la même manière, par exemple, qu'on a demandé un effort salarial aux fonctionnaires ou que de nombreuses personnes qui travaillent dans le secteur privé se voient aussi devoir faire des efforts énormes, qu'elles soient employeurs ou employés, avec des revenus qui sont largement amputés. Donc, c'était dans une idée de dire, ben voilà, il n'y a pas d'exclusive à demander qu'il y ait une participation à un effort de solidarité. Cela étant, je précise qu'il s'agit d'une initiative qui, à ma connaissance, porte sur la fortune privée et pas sur la fortune commerciale. Et puis enfin, sur une fortune privée nette, toute déduction faite, hein, de plus de 3,5 millions. C'est-à-dire que l'effort qui serait demandé concerne vraiment des gens qui ont la possibilité, sans entamer leur niveau de vie, leur niveau de revenu, de répondre provisoirement à cet effort de solidarité. Cela étant, pour revenir à vos deux autres questions, oui, je pense que les mesures de reconversion devraient aussi être accessibles à des entrepreneurs et il faut favoriser la création d'entreprises dans des secteurs favorables à l'environnement. J'espère qu'aujourd'hui et dans les années à venir, de très nombreuses entreprises se créeront dans ce domaine-là, ne serait-ce que parce que si on veut avoir un programme, par exemple, d'assainissement des bâtiments très ambitieux ou un programme de câblage très ambitieux pour avoir la liberté de renoncer à la 5G si on le souhaite, hein. Bref, ça nécessite des investissements, bien sûr, mais ça nécessite aussi
un tissu économique local qui soit capable de réaliser des contrats que l'État aurait à donner pour faire ses travaux. Et dans ce sens-là, il faut des mesures de reconversion qui s'adressent particulièrement aux entrepreneurs de manière à ce que notre tissu économique, social s'oriente naturellement parce qu'il y aura une offre de contrat, une offre d'activité, eh bien, favorisée là aussi par des mesures peut-être de formation ou d'aide, de garantie, etc., qui permettent de réaliser cela. Et ce que vous dites est très juste et il faut vraiment il faudra affiner. Mais là, de nouveau, je pense qu'il faut affiner en fonction de besoins concrets dans un secteur. Alors, par exemple, dans le secteur de l'assainissement énergétique, dans le secteur de la production d'énergie renouvelable, ce ne sera pas forcément des mesures uniformes, mais il faudra les concrétiser de manière assez spécifique. Et puis, sur le congé paternité, de même que sur un certain nombre de prestations sociales que j'appelle de mes voeux, ce qu'il faut comparer, ce n'est pas le coût absolu de la mesure par rapport à pas de mesure, c'est le coût de la mesure préconisée. Alors là, on parle d'un allongement du congé paternité, par exemple, avec quelle serait la situation et quelles seraient les difficultés ou quel serait le gain ou la profitabilité de cette mesure. Pour moi, si on a un congé paternité plus long, on va avoir toute une série d'effets induits dans la vie économique et son activité à Genève. Pourquoi? D'abord parce que il y aura peut-être besoin d'un peu moins de places de garde dans les crèches, dans des structures d'accueil, puisque les pères pourront en prendre une partie. Pourquoi encore? Parce que ça veut dire qu'il y aura pour les pères une autre vision de leur rôle familial qui les conduirait, pour autant que les entrepreneurs acceptent d'entrer dans cette logique, à demander des temps partiels et à se les voir accorder, ce qui libérerait autant de places d'emploi, disons, de manière indirecte. Hein, on se comprend, c'est une logique que je présente, qui permettrait aussi aux femmes d'avoir de meilleurs revenus, donc de meilleures cotisations, par exemple LPP, donc moins de besoin de prestations complémentaires une fois qu'elles arrivent à l'âge de la retraite, hein, surtout quand on sait qu'un mariage sur 2 finit par un divorce en Suisse. On imagine volontiers qu'une mauvaise couverture de prévoyance professionnelle pour les femmes a des incidences qui sont durables et font beaucoup d'entre elles émerger à l'aide sociale. Donc voilà, évidemment, c'est l'idée de dire cette mesure-là, telle que la prolongation du congé paternité, en rééquilibrant et en remettant une égalité plus solide dans la vie familiale, eh bien, va permettre des déploiements personnels et dans les entreprises qui vont réduire un certain nombre d'autres prestations sociales qui sinon seraient indispensables. Merci beaucoup Fabienne Fischer. Il nous reste un quart d'heure. Des questions courtes, s'il vous plaît, pour des réponses un peu plus courtes, Fabienne Fischer, comme ça on va prendre encore beaucoup de questions. Alexis Barbet, une fois n'est pas coutume, a redemandé la parole. Monsieur le député. On n'entend pas. Alexis, le micro. Oui. Pardon. Je suis désolé, j'ai oublié de baisser ma main. Ça n'était pas une redemande de parole. Je vais laisser à quelqu'un d'autre. D'accord, merci beaucoup. Alors, un petit peu à la suite de ce que je vois à l'écran, il me semble que Camélia Moletta avait une question. Bonsoir, Madame Fischer. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Vous avez évoqué une voix crédible auprès du Berne. En quoi vous serez plus crédible par rapport aux autres candidats actuellement, si vous êtes élu? Je serai sans aucun doute plus crédible que M. Maudet, qui n'a plus aucun crédit à Berne et qui fait la risée de Genève à Berne. Donc ça, c'est déjà une chose qui est particulièrement claire. Il suffit de discuter avec n'importe quel conseiller national de n'importe quel parti qui représente Genève à Berne aujourd'hui pour s'en rendre compte. Je pense que Madame Backman, par sa jeunesse, manque encore un peu de crédibilité par son expérience. Maintenant, voilà, je pense qu'elle est sans doute destinée à une jolie carrière politique qui va se développer encore au fil des années à venir.
Et puis, M. Nideguer, il a des positions tellement radicales, anti-système, anti-tout, qu'il développe dans cette campagne, qui sont celles que par ailleurs il développe aussi depuis de longues années, que ça va être compliqué d'en faire un porte-parole crédible à Berne. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'on ne va pas seul à Berne et que c'est un collège qui va à Berne. Et donc, ma qualité principale sera sans doute ma capacité à m'inscrire dans un travail collégial de concertation, de construction et de projets vraiment larges qui se rassemblent. Merci beaucoup. Merci, Fabienne Fischer. Alexis Jacques a levé la main. Désolé. Alors, merci pour la présentation d'abord. Une question rapide, bien évidemment. Quand on a eu la potentielle réduction au niveau des employés de l'État, on a parlé de réduire un petit peu les budgets de fonctionnement. On a eu des manifestations qui s'en sont suivies. Vous nous parliez à l'instant de demander un effort supplémentaire éventuellement aux grosses fortunes ou à ceux qui ont un peu plus de moyens. Est-ce que du coup, vous seriez partante aussi pour une réduction au niveau des coûts de l'État ou du personnel, ou des réductions un petit peu à ce niveau-là sur les 2 prochaines années, sachant que, comme vous l'aviez dit à l'instant, il va falloir faire des efforts. Donc, quelle est votre position là-dessus ? D'abord, la question du budget de fonctionnement de l'État, je n'ai pas envie de la poser de manière idéologique. Dans la période de crise qu'on traverse aujourd'hui avec la détresse sociale et les risques économiques qu'on connaît, je pense que la question des prestations de l'État doit se poser de manière extrêmement pratique et répondre à des besoins et des besoins avérés. Donc, si on a des besoins supplémentaires auxquels nous devons répondre aujourd'hui, eh bien, il va falloir y répondre parce que ne pas y répondre nous coûtera beaucoup, beaucoup plus cher. Ensuite, pour ne pas faire long sur la question des fonctionnaires et des efforts auxquels ils ont consenti, j'aimerais relever que la suppression d'une annuité, ce n'est pas uniquement une baisse de revenus sur une année, mais c'est une baisse de revenus qui se répercute jusqu'à la fin de la carrière. Pardon, Fabienne Fischer, je n'ai pas vraiment compris. Est-ce que la question c'était, si je crois bien Alexis, est-ce que dans l'effort collectif de ceux qui ont quelques moyens, est-ce que l'État va participer à cet effort au niveau de ses charges, notamment salariales, sur les gros salaires, par exemple? Si j'entends la question d'Alexis, qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par gros salaire. Il faut être plus précis, il faut chiffrer les choses. Moi, ce que je constate, c'est que pour le moment, les fonctionnaires ont déjà passé à la caisse de la solidarité en perdant une annuité, quel que soit leur niveau de revenu. C'est d'ailleurs une perte qui est beaucoup plus lourde pour les petits revenus que pour les gros revenus, et que la perte de cette annuité, elle va se répercuter dans la longue durée. Maintenant, il faut une administration, bien entendu, qui soit tournée prestations avec des prestations à la population, qui soit aussi réactive et proche des administrés que possible. Il y a peut-être des réallocations à faire, mais je crois qu'on ne peut pas tout d'un coup, parce qu'on parle du budget de l'État, oublier le Covid, oublier son cortège de détresse, de précarité, son cortège de faillites d'entreprises qui pointent le bout de leur nez. Et donc, oui, il faudra délivrer des prestations, même si elles sont chères, parce que, comme je l'ai déjà dit, elles seront moins chères que de laisser aller à la casse sociale et économique. Merci beaucoup. Michel Baumann aimerait poser une question. Il faut mettre le micro, Michel. Il est là, le micro, c'est bon. Parfait. Merci Elsa d'avoir organisé tout cela. J'ai une question relativement simple, mais la réponse, je ne pense pas qu'elle passe par des fonctionnaires. C'est que au moment qu'on doit certainement, pour activer des phases où l'économie sociale et solidaire rentre plus en matière dans le cadre des entreprises pour que tout soit viable, sur quelles compétences vous appuyeriez pour orienter ces entreprises? Est-ce que ce serait
par le biais d'associations telles que le CDE ou telles que Après Genève ou que sais-je, parce qu'il va falloir à ce moment-là organiser des ateliers, présenter des modules, des mises en relation avec des réseaux d'entreprises, des stages en entreprise, des ateliers créatifs de savoir complémentaires pour réorienter tout cela, savoir comment, en phase avec ces entreprises, également orienter des demandeurs d'emploi. Tout ça, c'est un job qui appartient au domaine des associations d'entreprises plutôt. Est-ce qu'elles auront des finances dans ce cas-là pour essayer de mener cette tâche à bien? Sans doute, si nécessaire. Je pense qu'effectivement, là où vous avez 100% raison, je vous rejoins, c'est que ce programme, au fond, devra être mis en œuvre par des partenaires sociaux, que les instances existent déjà. C'est les fêtières de branches économiques, c'est les syndicats, c'est différentes associations qui défendent des intérêts, des secteurs, et c'est eux qui ont la connaissance terrain, qui vont permettre de réaliser ce programme de transition économique. Et s'il faut développer, oui, à un moment donné, ce sera une question de budget à allouer par l'État pour permettre la réalisation de programmes concrets qui auront été discutés, élaborés par les partenaires sociaux. Je trouve votre réponse un tout petit peu floue, si je peux me permettre. Quand je parle de compétences, je parle réellement de compétences pointues et professionnelles. Si je suis plombier ou électricien ou chauffeur de taxi, si je veux réorienter ma conduite, ma façon de me comporter pour être en phase avec l'économie sociale et solidaire, avec l'agenda 2030, c'est finalement un autre plombier ou un autre électricien qui a déjà fait une partie de la démarche qui pourra l'aider. Personne d'autre ne saura le faire. D'accord, je n'avais pas bien compris votre question. Je suis désolé si je me suis mal exprimé. Non, c'est moi qui ai dû avoir un moment d'inattention. Oui, je pense qu'alors là, il y aura, c'est ce que je disais tout au début aussi, avec des programmes qui permettent déjà de faire des diagnostics dans les secteurs économiques et dans les entreprises particulières. Et puis, comme vous le proposez, il me semble que l'entraide entre pairs, c'est-à-dire entre personnes, entrepreneurs qui ont la même activité, sera extrêmement importante. Je pense que l'État, de nouveau, ne devra pas décider, mais piloter et mettre les moyens nécessaires pour que le temps que prendrait un plombier pour expliquer à un autre plombier comment il peut réorganiser un certain nombre de choses, eh bien, à un moment donné, ça va être une activité utile à toute la société. Et de ce point de vue-là, l'État pourrait être appelé à soutenir d'une manière ou d'une autre en fonction des besoins. Donc, vous seriez prête à soutenir… Non, Michel, pardon. Oui. Pardon. Pas de souci, j'arrête. J'aimerais qu'il nous reste 5 minutes. Elena Rigotti a levé la main. Si vous voulez encore intervenir dans les 5 minutes qui restent, merci de lever vos mains. Anne Richter aussi, elle lève la main, pas virtuellement. Donc, si vous pouvez le faire aussi, si je vous vois. Pierrette, oulala. Alors, 30 secondes. C'est très court. Elena Rigotti. Merci, c'est très court. Je voulais juste revenir à ce que Mme Fischer a dit sur les annuités, sur une annuité perdue pour les fonctionnaires. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça parce que dans le privé, ça fait une année que nous avons nos collaborateurs. Je suis chef d'entreprise, que j'ai mes collaborateurs qui sont payés à 80%. Alors, quand je vous entends dire à plusieurs reprises que vous avez beaucoup de peine avec le fait que l'annuité a été supprimée cette année pour les fonctionnaires par solidarité, alors qu'ils sont quand même très bien lotis malgré tout, hein, parce qu'ils ont été payés à 100% lors de la première vague. Mais nous, les employés, même à la réouverture, ils n'ont pas retrouvé leur 100% de salaire. Alors, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et je pense que c'est effectivement parce que vous avez envie d'avoir votre électorat, qui est aussi une partie des fonctionnaires, hein, pour voter pour vous. Et ça me semble plus de la démagogie, excusez-moi, mais là, je peux pas laisser passer ça parce que c'est vraiment, je suis dans le terrain et je pense à mes collaborateurs tous les jours qui souffrent de la situation actuelle. Merci beaucoup.
Je peux vous dire que je suis chef d'entreprise aussi et que depuis le début, je dois sortir 12 salaires chaque mois et que je sais bien que ces 12 salaires chaque mois, ils ne tombent pas du ciel, ça demande beaucoup de travail. Et notamment en période de campagne électorale, je peux vous dire que ce n'est pas facile de rester au front de son entreprise alors qu'on est appelé à faire toute une série de choses pour la campagne. Je peux également vous dire que dans mon entreprise, nous avons payé tout le monde à 100%. Même à une époque, au début du premier confinement, on a recouru à des RHT, on a cessé très vite et on a en tout temps payé tous les salaires à 100%, indépendamment du taux d'activité et de chiffre d'affaires de l'étude. Donc, je ne pense pas que je sois démagogique sur ce plan-là. C'est de la réalité de terrain que je vis tous les jours. Enfin, sur la question des RHT, des personnes non RHT, je considère, c'est une proposition que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, que l'État de Genève devrait compenser les 20% manquants pour quand les entreprises, quand les employeurs ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ça arrive. Beaucoup d'employeurs compensent les 20% manquants. Ceux qui ne peuvent pas parce que leur situation est trop difficile, je considère que c'est l'État qui devrait compenser ces montants-là, en tout cas pour les revenus les plus faibles, parce que sinon, c'est la précarité sociale qui va attendre les expulsions des logements, la faillite des employeurs avec le chômage, etc. Donc, je considère que pour ces employés auxquels vous faites référence, nous avons une responsabilité de leur garantir un revenu. Merci beaucoup, Fabienne Fischer. On se réjouit que l'État mette en marche la planche à billets si elle ne pourra plus encaisser d'impôts des entreprises. Mais le problème n'est pas là. Très vite, Anne Richter et Pierrette, je vous laisse toutes les deux poser 30 secondes une question, Pierrette après, et on finira par une conclusion par Fabienne Fischer. Anne Richter. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Je reviens à la question de perte d'emploi, de chômage, et finalement la reconversion. Et je pense qu'il serait intéressant, peut-être vous avez déjà pensé, en travaillant avec la promotion économique, de faire venir à Genève, d'être ouvert à tout un nouveau secteur, par exemple, secteur de travail, par exemple, les microchips ou les sociétés qui ont de grands besoins, de forts besoins de personnel qui permettraient d'engager beaucoup de monde en leur permettant une nouvelle formation. Donc, de se tourner vers l'innovation, envers quelque chose de nouveau. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas pouvoir reconvertir tous les gens sur le marché. Merci beaucoup, Adrista. Pierrette, il faut mettre le micro par contre. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Et la question, elle est brève. Donc, Madame Fischer, vous parlez d'augmentation des dépenses d'investissement. Donc, ceci induit automatiquement une augmentation de la dette. Pas automatiquement si on va demander les bénéfices de la BNS, mais oui, ça peut aussi induire de la dette. Et c'est une dette rentable. C'est une dette rentable, c'est une dette qui crée de l'emploi et qui crée de la prospérité. On a déjà une dette présente. Merci beaucoup. Alors, en 1 minute, nous sommes à 17h44. On aimerait vous laisser souffler un petit peu. Merci Fabienne Fischer d'avoir été avec nous. En conclusion, sur une trentaine de secondes. Oui, je me réjouis de voir marcher la planche à billets si aujourd'hui on ne dépense pas les 14 400 francs annuels que représente la compensation des 20% de RHT manquante pour un revenu de 6 000 francs par mois, sachant qu'un revenu, un montant moyen d'un dossier à l'aide sociale est de l'ordre de 27 000 francs annuels. Donc la planche à billets, c'est pas en mettant en œuvre les mesures que je préconise qu'elle devra marcher, mais c'est si on laisse aller les choses parce que par peur d'investissement un peu solidaire, eh bien on laisse les choses s'aggraver. Fabienne Fischer, merci d'avoir été avec nous. Je pense que c'était intéressant vraiment de comprendre votre programme. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un applaudissement pour la prestation de Fabienne Fischer, s'il vous plaît. Madame. On va faire ainsi, donc dans un quart d'heure, à 18h,
nous recevrons Delphine Bachmann, la candidate la plus jeune se présente. Elle n'était pas là au premier tour, donc on va mieux la comprendre et la cerner. Vous avez la possibilité de rester en salle d'attente. On fait un petit break et si vous êtes là, on vous va avec plaisir rester avec nous. Ah, la photo quand même, Julien. Restez pour la photo, tout sourire. Elles paraîtront sur les réseaux sociaux. Merci à Julien de tout ce qu'il fait au niveau technique. Je vous demande de sourire. Maintenant. Merci beaucoup. Oui, malgré le casque, je ne suis pas contrôleur aérien. Très bien. Alors, on se retrouve dans un tout petit moment, si vous le souhaitez. Il y aura d'autres amis qui nous rejoignent. Encore merci, Fabienne Fischer. Beaucoup de plaisir pour votre dernière ligne droite. Et à ceux que je ne retrouve pas, belle soirée. Et aux autres, à tout à l'heure. Merci Enza de votre invitation. Merci à tout le monde de votre écoute et de votre attention. Et on aura, je m'en réjouis, l'occasion de... On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour discuter et c'est formidable. Heureusement, on est en démocratie. Alors, plein de plaisir à nouveau. Merci. À tout à l'heure. Et à bientôt, Fabienne. Bonsoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.